C'est le fun du passage de micro quand il n'y en a qu'un seul. Donc nous allons continuer. Merci beaucoup Charlotte. Charlotte qui a quand même quasiment à elle toute seule résorbé le retard de ce colloque, c'est incroyable. Donc, ah oui, non mais c'est vraiment incroyable. Donc je passe la parole tout de suite à Jérémy qui va nous parler de sa clinique avec les adolescents et de la place du numérique pour ces personnes-là. Merci Héloïse. Effectivement, je vais parler un peu de clinique, ça va être le quart d'heure clinique, enfin je vais essayer. Donc cette contribution, c'est le témoignage d'un psychologue clinicien qui travaille en hôpital de jour avec des adolescents et qui est confronté au jour le jour à cette question du numérique et qui ne cesse de me questionner, et voilà, j'avais envie un petit peu de vous relater ça. La place du numérique dans la société contemporaine aujourd'hui, omniprésente. Qui aujourd'hui se risquerait à aller contre ce constat? Et certainement encore davantage chez les adolescents. Contrairement aux générations qui l'ont précédé, notamment la mienne, l'adolescent d'aujourd'hui est, depuis son plus jeune âge, immergé, précipité dans la culture du numérique. Il en est quasi imprégné. Et ce numérique, du latin numerus, ce sont d'abord des nombres. 2,4 milliards de supports vendus chaque année, tablettes, smartphones et ordinateurs, 233 millions de téléviseurs vendus en 2015, et surtout chaque année une moyenne de 1,4 milliard de smartphones vendus, soit 1/5 de la population mondiale. Il semble bien qu'il en soit de la responsabilité du psychanalyste, du psychologue clinicien, du chercheur en psychanalyse, d'entendre à son horizon la subjectivité d'une époque, ainsi que Lacan conseillait, qu'il revient à notre tâche de prendre la mesure de ce que le numérique a envahi nos vies, qui les accompagne et les imprègne au quotidien, et jusque dans notre pratique clinique, voire donc dans nos subjectivités. Et qui mieux que l'adolescent, ce lion dans sa fièvre, avec Rousseau, pour nous mettre sur la voie de la subjectivité d'une époque. Quelle place le numérique tient-il dans la clinique des adolescents que je reçois à l'hôpital du jour? C'est ce que je souhaite porter à votre attention de manière à ouvrir un débat, voire de futures rencontres sur ces questions qui nous concernent tous. La place du numérique et des écrans dans le social, dans la clinique d'orientation psychanalytique et au cœur de la prise en charge thérapeutique. Voilà maintenant 3 années que je travaille à l'hôpital de jour pour adolescents, la Grange Batelière, située à Paris, au cœur du 9e arrondissement. Un lieu historique et atypique qui accueille des jeunes de 11 à 16 ans, déscolarisés, en rupture scolaire. Des jeunes décrocheurs, comme on peut souvent l'entendre. C'est un lieu historique puisqu'il fut ouvert dans les années 50, à une époque où on commence tout juste à écouter l'enfant, l'infance, celui qui ne parle pas, notamment avec Ginette Rimbaud, Jenny Aubry ou encore Françoise Dolto. Atypique parce qu'ici, la clinique et la transmission se conjuguent au cœur même de la prise en charge thérapeutique. Accueillis dans des classes à effectifs réduits, les jeunes patients de l'hôpital de jour suivent des cours calqués sur le programme du collège. La prise en charge thérapeutique s'inspire donc de la psychopédagogie. Les enseignements sont ici donnés par les psychologues cliniciens eux-mêmes. L'approche de la psychanalyse vient affleurer la question du scolaire et de la transmission. Le savoir et savoir inconscient se rencontrent, s'entrecroisent et résonnent. Enseigner et soigner forment tous deux alors le cœur de notre pratique clinique. Plus que nul autre donc, l'adolescent est au fait de son époque. Winnicott disait de lui qu'il est le baromètre du social. Sans cesse et sans nul doute, il interroge ce social, ce grand autre social. Il en prend la température, le scrute, à l'occasion le met ou le remet en question. C'est notamment ce qu'on a pu vivre cette année. Il y a eu beaucoup de crises dans les murs de l'institution. Il peut même en chercher la chute de ces grands autres, comme l'écrit Antoine Masson. Il en mesure la validité, la consistance, il en évalue la légitimité. C'est qu'il cherche à s'y insérer, à s'y inscrire, à s'y faire sa place. Dans tous les cas, il se retrouve poussé vers cet espace social. Et dans notre espace social actuel, la place du numérique, portée par les écrans et par les objets fétiches technologiques, est prépondérante. Chez les adolescents, mais pas que, comme on a pu le voir cet après-midi, le numérique est devenu un mode de jouir à part entière, prenant une place considérable, une place de tous les jours, et dirions-nous même de toutes les nuits, tant pour certains il est parfois difficile d'en décrocher le soir venu.
L'image est désormais omniprésente dans notre quotidien, comme le rappelle Serge Tisseron. Je cite, « Les nouvelles formes de création, de diffusion et de consommation des images sont porteuses de bouleversements considérables, affectant la façon de penser notre identité, de penser les autres et de penser notre propre vie psychique. » Et c'est bien la question de l'identité et du rapport à l'autre qui est constamment au travail chez l'adolescent. Au remaniement physiologique, marqué par la transformation pubertaire, s'accompagne d'intenses remaniements identitaires. L'infance s'est tue, désormais l'adolescent crie, parle, s'exaspère, se rebelle. Il affirme, construit sa propre subjectivité, non sans mal, surtout lorsque celle-ci affleure d'importantes manifestations symptomatiques. Écoutons d'abord les adolescents qui parlent, eux, de leur rapport au numérique, puisque c'est de la clinique du discours qu'émerge notre savoir. Lors de plusieurs séances de psychopédagogie, nous sommes réunis en petits groupes, 6 ou 7. La parole des adolescents circule bien. Nous avons ainsi pu lancer à plusieurs reprises des débats autour de la question du virtuel et de la place des écrans dans leur vie. Au cours de l'un de ces groupes de parole, à propos du numérique, Léo, 16 ans, j'anonymise les prénoms des patients, Léo, 16 ans, me dit « Aujourd'hui, on est contraint de l'utiliser. On nous incite à l'utiliser. On n'a pas le choix. On nous le met quasi directement dans les mains. Cette idée de contrainte me questionne. Pas le choix, donc. Évidemment, ne pas avoir accès au numérique, notamment chez les adolescents, c'est déjà une forme d'exclusion. Ne pas participer à la grande parade des réseaux sociaux, c'est être à distance de tout un réseau de virtuels amis sur la toile. Et la confrontation à l'autre, à ce lien social, est bien, on l'a dit, un trait spécifique, primordial et décisif pour l'adolescent qui cherche à s'y inscrire dans le social. Ronnie me dit, à propos du dernier iPhone qu'il a eu pour son anniversaire, « J'ai l'impression que je suis attaché à lui, je suis tout le temps dessus. L'ordi, aujourd'hui, j'en vois moins l'utilité. » Sylvain, quant à lui, passe des heures à jouer à la console en rentrant, 4 heures en moyenne par soir. Le temps consacré aux devoirs devient alors minime. Isidore, passionné de codage informatique, a créé son propre jeu vidéo qu'il va bientôt présenter à un concours de jeunes créateurs. Samuel, lui, constamment branché à BFM TV, aime à nous relater les informations qu'il ingère à longueur de journée, toujours avec précision et minutie. Quant à Léo, il aime à s'afficher sur les réseaux sociaux, soigner son image, mais également nous partager son expérience du Darknet. Tous s'accordent à dire qu'ils passent énormément de temps dessus. Tous donc, chacun à sa manière, à son rythme et à sa fréquence, tous ont un rapport au numérique et aux écrans particulier et singulier. Mais qu'en est-il alors de la place du numérique au cœur de la clinique des adolescents? Regardons maintenant d'un peu plus près, à travers la lorgnette du clinicien d'orientation analytique, les correspondances de leurs rapports respectifs au numérique avec leur psychopathologie. À quel moment et comment peut-on repérer la façon dont le numérique affleure la psychopathologie des adolescents que l'on reçoit ici? Est-on en mesure d'en penser alors des effets possiblement thérapeutiques? Je vais essayer de déplier succinctement 2 vignettes cliniques pour illustrer ce propos. Donc je vous en ai parlé, Samuel est accro à BFM TV. C'est un jeune qui aime nous parler de politique au quotidien, des manipulations dont elle est imprégnée, des affaires louches qui la concernent, qui font l'actualité et qui, telle une rengaine, se répètent inlassablement. Actuellement, son volubile discours fait son miel de tout le brassage médiatique autour des élections présidentielles. Depuis peu, il nous parle aussi, de plus en plus fréquemment, de sujets liés à la sécurité, à la protection des individus, à grande comme à petite échelle. Récemment, par exemple, il nous évoque un reportage qu'il a vu sur les serrures et les portes d'entrée, la manière de les crocheter. Samuel souffre d'importants troubles paranoïaques, avec une dynamique persécutoire marquée. Depuis le début de sa prise en charge, il nous confie qu'il passe des heures à regarder BFM TV, une chaîne d'information en continu, qui diffuse les mêmes infos en boucle et caractérisée par une dominante catastrophiste et sécuritaire. Récemment, hier, il m'a parlé de Wikileaks, des secrets d'État, un reportage clé. On voit comment c'est branché. Voilà ce qui m'intéresse ici, la manière dont le média vient se faire, possiblement le relais
de l'organisation symptomatique. L'état d'esprit, la politique de cette chaîne-ci, et le symptôme de ce jeune, semblent bien trouver correspondance et résonance. Vient-elle pour autant uniquement nourrir son organisation symptomatique, ici paranoïaque, et lui donner du grain à moudre, ou bien est-elle à la fois susceptible d'être vecteur d'un apaisement, d'une atténuation, voire d'une compensation? Ici s'ouvre donc une question qu'il convient évidemment de ne pas laisser à la seule pente du manichéisme, du virtuel est-il bon ou mauvais? Aujourd'hui, Samuel me dit qu'il regarde de moins en moins cette chaîne. Pourtant, juste après, il reconnaît: quand je suis sur mon ordinateur, je la laisse toujours en fond. Il semble ainsi toujours avoir un œil dessus. Léo, 16 ans, depuis peu, est un adolescent qui pose de grandes difficultés au sein de l'institution. Il a des aménagements pervers, précisément de perversion narcissique, dû notamment à une relation avec sa mère, à la fois incestuelle et toxique. Il fonctionne la plupart du temps sur le mode du déni, mécanisme défensif, mais surtout central dans la perversion. Il aime à mettre à mal l'institution, les patients qu'il côtoie et l'équipe soignante. Il pousse véritablement à la faute, tandis que lui oscille entre déni de la responsabilité de ses actes et conduite plaintive et victimaire. C'est un garçon très intelligent et séducteur, à l'esprit éminemment retors. Il sait jouer avec les autres, les tromper, les manipuler avec condescendance, désinvolture et toujours dans son propre intérêt. C'est ce qu'il fait aussi sur les réseaux sociaux, où il manie à la fois l'art de la controverse et le dénigrement avec habileté. Ici encore, le numérique et les supports qui le servent se fait le relais de son organisation psychopathologique. Toujours à la pointe de la mode et des dernières tendances, il tient à soigner son image, à briller en société. Cela passe également par le numérique et les réseaux sociaux. Il me dit: j'aime poster des nouvelles photos de moi sur Insta ou Facebook pour avoir le maximum de likes. C'est ce qui donne de la popularité et c'est mieux pour avoir des filles, me dit-il. C'est que Léo aime à charmer, ensorceler et n'est jamais avare en flagornerie. Son rapport à l'image et à la séduction l'obnubile. Il souhaite sans cesse garder le contrôle de cette image. Son narcissisme pathologique est très marqué. On voit bien comment son aisance sur les réseaux sociaux lui permet d'obtenir le maximum de likes, d'approbation, gage d'une valorisation narcissique qui vient se réfléchir sur la dynamique perverse qui étreint son fonctionnement psychique. Encore une fois, le numérique se fait le relais, c'est la question que je me pose, de son aménagement symptomatique. Est-ce qu'il l'alimente ou, voilà, à travers l'utilisation de ces réseaux, il offre en tout cas une parfaite caisse de résonance à la perversion narcissique qui l'anime et dont il nous montre toujours plus, semaine après semaine, d'intensité et de férocité. Pourtant, son rapport à l'écran et au numérique semble l'interroger lui-même. Il me dit: depuis que j'ai eu mon smartphone, c'est fou, je suis tout le temps dessus. Avant, j'attendais de rentrer chez moi et de regarder sur ma tablette les likes que j'avais eus pendant la journée. Il peut désormais regarder instantanément combien il a de likes et quelles sont les personnes qui le like. Il n'y a plus pour lui de place pour l'attente, la frustration et finalement pour le manque. À regret, reconnaît Léo lui-même. Là, c'est tout de suite et ça va trop vite, déplore-t-il. Ce rapport d'immédiateté de l'image interroge vraiment. Si le média, on l'a vu, peut avoir cette fonction d'intermédiaire, cet entre-deux, l'immédiat qu'induit le rapport à l'image est justement, quant à lui, sans intermédiaire. C'est ce que nous dit la philosophe Marie-Josée Monzin, qui a travaillé sur l'image. La caractéristique fondamentale de l'image, c'est son immédiateté, sa résistance primitive à la médiation. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de paradoxal entre ce média, cet entre-deux, et ce rapport immédiat à l'image, qui est justement sans intermédiaire. On le voit, Léo regrette presque le fait de devoir attendre le soir pour regarder ses likes, c'est-à-dire d'avoir ce temps de latence, ce temps de vide et donc de désir. Si l'enfance est le règne de la sensation, de la jouissance immédiate, l'adolescence est un moment d'exil du corps d'enfant, de l'appareil symbolique qui soutenait son corps comme enfant. C'est un moment où quelque chose de nouveau surgit, un moment où l'émergence d'une nouvelle symbolisation est à l'œuvre. Qu'en est-il alors de ce passage qu'est l'adolescence,
lorsque ce règne des sensations et de la jouissance immédiate est maintenu par le biais du numérique, à portée de main, de clics, de likes, à portée de jouissance, justement. À l'hôpital de jour de la Grange-Batelière, en début de journée, les téléphones portables sont censés être remis à l'équipe soignante pour être rendus à la fin de la prise en charge. Je dis censé car certains patients s'essaient à entourlouper cette consigne. Mais finalement, ils sont peu nombreux. Étonnant en effet, beaucoup sont plutôt satisfaits qu'on leur demande de remettre leur smartphone. Il semble que ce moment de coupure technologique s'allie et s'associe parfaitement au moment quotidien de la prise en charge. Une coupure avec le numérique et avec l'imaginaire qui laisse ainsi place à un moment thérapeutique, un moment adolescent, qu'on pourrait nommer un moment de symbolisation. Finalement, ce que la clinique nous enseigne ici, au-delà de la conduction du symptôme avec le numérique, c'est plutôt la manière dont ce numérique se révèle avoir une fonction d'apaisement chez ces adolescents. J'ai plutôt le sentiment qu'il puisse être vecteur d'atténuation dans l'expression symptomatique des jeunes que nous accueillons ici. Lorsque Samuel me dit qu'il est sur son ordinateur chez lui, il laisse toujours cette télé allumée avec BFM en fond. Le numérique aurait-il fonction de soulager l'adolescent quant à l'expression parfois violente de son symptôme? C'est l'hypothèse que je fais aujourd'hui. Ce pourrait être une solution, certes précaire, par l'image, pour combler un vide, une perte, une réponse face à l'inquiétude ou à la séparation. Pourtant, le numérique doit aussi être pensé comme l'heure de la réponse immédiate, en tant qu'une solution compensatoire face à cette perte et ce vide. Fonction d'atténuation, donc, mais aussi à l'heure de suspension. Le rapport à l'image, l'immédiat rapport à l'image, écrit justement un moment de suspension du désir. Un moment où le sujet n'est pas aux prises avec la symbolisation, la subjectivation, avec l'expression de son désir, c'est-à-dire du désir de l'autre. Face au numérique, il fait écran au désir de l'autre. Étymologiquement, écran provient de l'allemand Schranke, qui signifie barrière. La barrière, écran, sous-tend l'idée de séparer, mais plus encore de parer, tel le paravent, par exemple. L'écran est à prendre dans ce sens-ci, celle d'une protection, voire d'une dissimulation. Faire écran au désir de l'autre, c'est ainsi faire avec l'écran, mais sans l'autre du désir. Voilà, autant de questions ouvertes, en guise de pistes à explorer, autant d'hypothèses que je vous invite maintenant à débattre et j'espère lors de rencontres futures autour de ces questions. Merci.